À Noël, lors de son dernier jour comme employée, la fille muette de 2 ans du millionnaire l'a appelée maman. Le millionnaire est resté sans voix. Élise ne faisait pas de bruit lorsqu'elle traversait les couloirs silencieux du manoir Morel. Elle avait appris au fil des mois à ne pas attirer l'attention. Cela ne lui posait pas de problème. On ne la regardait pas vraiment. On ne lui posait pas de questions personnelles. On ne s'inquiétait pas de ce qu'elle ressentait. Dans cette maison où les murs respiraient l'argent ancien, où les meubles semblaient avoir plus de valeur que certains êtres humains, Élise n'était qu'une ombre bienveillante au service de Camille, la petite fille de 2 ans qui n'avait encore jamais prononcé un seul mot. Elle avait 30 ans, pas de famille proche, pas d'amis véritables, et aucune attache depuis que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture à la veille de ses 20 ans. Depuis, elle avait appris à se faire toute petite dans les grandes maisons, à observer en silence les familles heureuses, les disputes de couple, les enfants rieurs, les dîners tendus. Mais ici, chez les Morel, il n'y avait ni dispute, ni rire. Il y avait Antoine, le père, un homme d'affaires très occupé, veuf depuis la naissance de Camille, et dont les absences étaient plus fréquentes que ses regards vers sa propre fille. Et il y avait Camille, enfermée dans un silence énigmatique, un mutisme qui inquiétait les médecins, mais que personne ne parvenait à percer. Personne sauf peut-être Élise. Elle n'avait jamais été officiellement qualifiée pour s'occuper d'un enfant atteint de troubles du langage, mais elle avait une douceur innée, une patience silencieuse, une capacité rare à ressentir ce que l'autre ne disait pas. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Madame Durand, la gouvernante sévère du manoir, à ne pas s'opposer à son embauche malgré l'absence de diplôme spécialisé. Et Élise, sans le dire à voix haute, s'était promis qu'elle resterait jusqu'à ce que Camille n'ait plus besoin d'elle, même si cela signifiait partir à Noël comme l'indiquait son contrat. Elle avait appris la date presque par hasard, en entendant Madame Durand rappeler à Antoine que le contrat de la nourrice expirait le 25 décembre. Elle n'avait pas réagi, pas sur le moment. Mais depuis, chaque matin avait le goût d'un adieu anticipé. Chaque moment passé avec Camille, chaque regard silencieux échangé, chaque petit progrès invisible pour les autres devenait pour Élise une petite déchirure. Elle savait qu'on ne lui demanderait pas de rester. Elle n'était pas ce genre de personne qu'on supplie de ne pas partir. Elle était la présence rassurante qu'on oubliait aussitôt remplacer. Lyon, en décembre, avait un charme glacial. Les rues étaient illuminées, les vitrines décorées avec soin, mais Élise n'avait pas le cœur à la fête. Le manoir surplombait une partie ancienne de la ville et les vitraux de la grande salle à manger offraient une vue magnifique sur les lumières scintillantes du centre. Pourtant, il régnait dans cette maison une froideur que ni les décorations luxueuses ni les feux de cheminée ne parvenaient à réchauffer. Camille avait un sapin gigantesque, des cadeaux empilés aux pieds, choisis par des assistants ou achetés au hasard par Antoine. Mais l'enfant ne s'y intéressait pas. Elle restait souvent collée à Élise, dans un silence obstiné. Ce jour-là, Élise avait passé la matinée à lire des histoires, sans trop savoir si Camille les écoutait vraiment. La petite fille, fine, aux yeux d'un bleu presque transparent, avait parfois des gestes qui trahissaient une compréhension bien plus profonde que ce qu'on imaginait. Elle posait sa main sur le livre, comme pour dire « encore », ou se tournait vers Élise avec un regard qui valait 1000 mots. Mais jamais, pas une seule fois, elle n'avait laissé échapper le moindre son articulé. Antoine, quant à lui, n'intervenait que rarement, toujours pris par des réunions, des appels, des rendez-vous à Paris ou Genève. Lorsqu'il croisait Élise dans l'entrée, il se contentait souvent d'un léger signe de tête, poli mais distant. Il la remerciait parfois du regard, mais il ne posait jamais de questions sur elle. Jamais un « comment allez-vous » jamais une vraie conversation. Il était le genre d'homme que la douleur avait fermé, que la perte avait figé dans une bulle d'efficacité. Son amour pour Camille existait sans doute, mais il ne savait pas le montrer. Et peut-être que c'était pour cela que l'enfant se réfugiait dans le silence, par peur de briser quelque chose. Élise ne se plaignait pas. Elle avait un toit, un travail stable, un enfant qu'elle aimait plus qu'elle n'aurait cru possible. Elle vivait dans une petite chambre au 3e étage, sous les combles, loin du luxe des étages inférieurs. Elle décorait son espace avec discrétion, une photographie de ses parents, un foulard coloré, un livre de poésie qu'elle relisait souvent en cachette. C'était peu, mais c'était à elle. Et dans ce coin tranquille, elle pleurait parfois la nuit.
Pas à cause de la solitude, mais parce qu'elle savait que ce qu'elle vivait avec Camille était unique et éphémère. Le calendrier avançait inexorablement. Chaque jour la rapprochait de cette date fatidique, le 25 décembre. Elle ne savait pas où elle irait ensuite. Elle n'avait pas de plan. Juste un sac prêt à être fait et une lettre qu'elle avait commencé à écrire sans savoir si elle la remettrait un jour. Une lettre pour Camille, pour cette petite fille qui ne parlait pas, mais qui avait, sans le savoir, redonné un sens à sa vie. Ce soir-là, en fermant la porte de la chambre de Camille, Élise s'attarda quelques secondes de plus. L'enfant dormait paisiblement, les doigts crispés sur un coin de son doudou préféré. La lumière douce projetait des ombres dansantes sur les murs. Élise murmura un « Bonne nuit, mon trésor », que personne n'entendit. Puis elle sortit, referma la porte derrière elle et s'adossa un instant dans le couloir, les yeux fermés. Encore 3 jours. 3 jours pour dire adieu sans que personne ne s'en rende compte. 3 jours pour disparaître comme elle était venue, sans bruit, sans trace, sans qu'on la retienne. L'hiver s'était installé avec une intensité particulière cette année-là. Les arbres dénudés du jardin semblaient figés dans une attente silencieuse, les branches tendues vers le ciel gris comme des doigts gelés. À l'intérieur du manoir Morel, le froid ne pénétrait pas les murs épais, mais une autre forme de fraîcheur planait encore dans les relations humaines. C'était un lieu où les mots étaient rares, les sourires discrets, les gestes mesurés. Et pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inattendu allait briser ce calme feutré, aussi léger qu'un souffle, mais aussi bouleversant qu'un cri. Élise avait passé l'après-midi à promener Camille dans les jardins, bien emmitouflée dans son manteau d'hiver. La petite fille, comme toujours, ne disait rien, mais elle semblait attentive aux choses que peu d'adultes remarquaient. Elle fixait longuement les oiseaux qui picoraient les miettes, laissées par le cuisinier sur le rebord de la fenêtre. Elle suivait du regard les feuilles mortes qui tourbillonnaient sous le vent, comme fascinée par leur danse imprévisible. Élise ne parlait pas beaucoup non plus. Elle savait que le silence, dans certains cas, pouvait être une forme d'attention profonde. Mais elle ponctuait leur promenade de quelques mots simples, des phrases courtes, presque murmurées, pour que Camille s'habitue à la musicalité du langage, même si elle ne répondait jamais. Ce soir-là, la maison semblait plus calme encore que d'habitude. Antoine n'était pas rentré pour le dîner et Madame Durand s'était retirée dans ses appartements plus tôt que prévu. Élise avait donc pris sur elle de coucher Camille, de lui lire une histoire comme elle le faisait chaque soir. La chambre de l'enfant était chaleureuse, décorée avec soin, mais d'une sobriété presque clinique. Des jouets alignés sur des étagères, un tapis épais, des livres soigneusement rangés. Rien ne dépassait, tout semblait contrôlé. Et c'est dans cet environnement parfaitement maîtrisé qu'un geste simple allait bouleverser la routine. Après avoir lu 3 pages d'un conte, Élise s'assit sur le tapis, comme à son habitude, attendant que Camille s'endorme. Mais au lieu de se diriger vers son lit, la petite fille resta debout quelques secondes, puis s'avança lentement vers elle. Sans un mot, elle s'agenouilla, posa sa tête sur les genoux d'Élise et ferma les yeux. Cela dura quelques instants. Élise ne bougea pas. Elle retint même sa respiration comme si le moindre mouvement pouvait rompre ce moment fragile. Camille n'avait jamais fait cela. Jamais elle ne s'était autant approchée d'elle de manière aussi délibérée, aussi tendre. C'était une confiance nue, offerte sans demande préalable, sans condition. Élise sentit son cœur battre plus fort. Elle posa une main douce sur les cheveux soyeux de Camille, les caressant avec précaution, comme on touche quelque chose de sacré. Elle ne pleura pas, mais son regard se brouilla légèrement. Ce geste d'une simplicité désarmante était peut-être la plus belle déclaration qu'on lui ait jamais faite. Elle comprit à cet instant qu'un lien véritable s'était tissé, au-delà des mots, au-delà du rôle de nourrice. Camille venait de briser à sa manière une barrière invisible. Ce qu'Élise ne savait pas, c'est qu'Antoine, de retour plus tôt que prévu d'un dîner d'affaires écourté, avait assisté à la scène. Resté dans l'embrasure de la porte, il avait observé, sans bruit, ce moment d'intimité pure entre sa fille et la femme qu'il avait longtemps considérée comme une employée discrète. Il vit Camille s'abandonner, poser sa joue sur les genoux d'Élise avec la confiance d'un enfant envers une figure maternelle. Et soudain, quelque chose se fissura en lui. Une certitude peut-être, celle qu'il avait laissé grandir une distance entre lui et sa propre fille, en pensant que le temps, l'argent et les soins suffisants combleraient l'absence.
Il recula sans bruit, refermant doucement la porte, et se retira dans son bureau, troublé par ce qu'il venait de voir. Pendant ce temps, Élise continua de caresser les cheveux de Camille, sans chercher à comprendre, sans poser de questions. Elle acceptait ce moment comme un cadeau. 1 heure passa, peut-être plus, et Camille s'endormit là, sur elle, les traits détendus, le souffle paisible. Élise finit par la porter doucement jusqu'à son lit, veillant à ne pas la réveiller. Puis elle resta assise dans la chambre un long moment, les yeux perdus dans la pénombre, le cœur lourd d'un sentiment qu'elle n'osait pas encore nommer. Ce n'était pas de l'amour maternel, pensait-elle, ou du moins pas seulement. C'était une forme d'attachement viscéral, né du silence, de l'observation, de cette connexion muette qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Lorsqu'elle quitta la pièce, elle croisa Madame Durand qui venait vérifier que tout allait bien. La vieille gouvernante jeta un regard rapide vers le lit, vit Camille profondément endormie, puis observa Élise avec une expression qu'elle n'avait jamais eue. Ni condescendance, ni autorité, mais un léger froncement de sourcils, presque une curiosité contenue. Elle ne dit rien, se contenta d'un signe de tête, puis s'éloigna dans le couloir. Élise monta les escaliers jusqu'à sa chambre, s'assit sur son lit et resta là longtemps, sans allumer la lumière. Dans l'obscurité, elle repensa à la chaleur du petit corps contre ses genoux, à cette confiance offerte sans mots. Elle savait que quelque chose avait changé, sans pouvoir dire quoi exactement. Ce changement, pourtant, ne se traduirait pas immédiatement dans les comportements visibles. Le lendemain, Camille retrouva son mutisme habituel. Elle ne répéta pas le geste, mais ses regards étaient différents, plus directs, plus insistants. Elle suivait Élise du regard avec une intensité nouvelle, comme si une porte intérieure s'était entr'ouverte. Antoine, de son côté, semblait plus attentif, plus présent. Il posait des questions, brèves mais sincères, sur les habitudes de sa fille. Il observait davantage et parfois, sans rien dire, il restait quelques instants dans la pièce quand Élise racontait une histoire avant de repartir, l'air songeur. Le froid persistait dehors. La neige avait commencé à tomber sur les toits de Lyon, recouvrant les rues d'un voile blanc silencieux. À l'intérieur du manoir, dans le cœur d'une petite fille et celui d'une femme longtemps invisible, une transformation s'opérait lentement. Et même si les mots n'étaient pas encore là, quelque chose de fondamental venait de naître. Non pas une promesse, mais un espoir. Celui que le silence parfois pouvait être le prélude à un lien plus fort que n'importe quel discours. Le calendrier suspendu dans la cuisine de service affichait désormais le 22 décembre. Le matin s'était levé sur une brume épaisse enveloppant les jardins du manoir Morel. Les contours des arbres et des haies semblant fondre dans un rêve cotonneux. Élise s'était levée avant l'aube, comme à son habitude, et avait préparé elle-même le petit déjeuner de Camille, bien que ce ne soit pas dans ses attributions. Les domestiques s'y étaient habitués. Cette femme-là, discrète et méthodique, dépassait toujours les limites de ce qu'on attendait d'elle, sans jamais en réclamer la moindre reconnaissance. Camille s'était réveillée en silence, comme chaque matin, mais cette fois, elle n'avait pas attendu Élise dans son lit. Quand la jeune femme était entrée, elle l'avait trouvée déjà debout, serrant son doudou contre sa poitrine, les yeux tournés vers la fenêtre givrée. Elle s'était tournée vers Élise dès qu'elle avait entendu la porte et l'avait rejointe sans hésitation, tendant la main. Ce geste, aussi simple soit-il, avait saisi Élise. L'enfant ne tendait jamais la main. C'était un petit acte volontaire, un pont minuscule jeté entre leurs deux mondes. Elles avaient descendu les escaliers ensemble, dans le silence encore endormi de la maison. Le jour passa dans un calme suspendu, ponctué de rituels familiers. La promenade dans le jardin emmitouflé sous leur manteau, les jeux dans la salle réservée à Camille, les lectures dans le salon d'hiver. Élise sentait que les heures s'effaçaient, que le peu de temps qu'il lui restait dans ce lieu se réduisait comme neige au soleil. Elle s'était promis de ne pas pleurer, de ne rien laisser transparaître. Mais dans la solitude de sa chambre, à la tombée de la nuit, une autre promesse prit forme. Elle sortit un carnet soigneusement rangé dans le tiroir de sa commode. C'était un objet précieux qu'elle n'utilisait presque jamais. Les pages étaient vierges, sauf une, tout au début, où elle avait noté un poème de sa mère. Ce soir-là, elle prit un stylo et commença à écrire. Elle s'adressait à Camille. Non pas comme une adulte s'adressant à une enfant, mais comme une âme parlant à une autre âme. Elle écrivait ce qu'elle n'osait dire, qu'elle l'aimait d'un amour profond, qu'elle aurait voulu rester, qu'elle ne partirait que parce qu'on ne lui avait pas laissé d'autre choix.
Elle lui racontait les premières semaines de silence, les premières petites victoires, les regards échangés, les nuits passées à la bordère en espérant entendre un mot, un son, un murmure. Elle lui disait qu'elle la porterait toujours dans son cœur, que rien ni personne ne pourrait effacer ce qu'elles avaient partagé. Chaque mot était pesé, chaque phrase surgissait avec une pudeur retenue, tremblante. Ce n'était pas une lettre d'adieu classique, mais un témoignage d'un lien unique, inqualifiable. Élise pleurait en silence en écrivant, non pas de tristesse pure, mais de cette douleur mêlée à la gratitude qu'on ressent lorsqu'on a vécu quelque chose d'immense et que l'on s'apprête à le perdre. Quand elle eut terminé, elle relut la lettre plusieurs fois, puis elle la plia, la glissa dans une enveloppe sans l'adresser à personne. Elle hésita à la poser sur la table de nuit de Camille ou à la cacher dans un de ses livres préférés. Mais quelque chose la retint, un instinct, une peur peut-être, ou simplement l'envie de garder ce fragment de vérité pour elle comme un talisman. Elle rangea l'enveloppe dans le tiroir de sa commode, sous une pile de vêtements. Peut-être que personne ne la lirait jamais. Peut-être que Camille la trouverait un jour par hasard. Ou peut-être pas. L'important était qu'elle existe. Le lendemain, Élise se réveilla avec les traits tirés, mais le cœur un peu plus léger. Elle continua à s'occuper de Camille, comme si de rien n'était. Antoine, présent ce jour-là, l'observa plus longuement qu'à l'accoutumée. Il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus. La façon dont Camille s'illuminait dès qu'Élise entrait dans la pièce, la manière dont elle lui offrait des objets, comme des présents silencieux. Il remarqua aussi qu'Élise, derrière son calme, portait dans le regard quelque chose de mélancolique, une tristesse subtile mais palpable. Elle ne disait rien, bien sûr. Elle continuait d'accomplir ses tâches avec le même soin, la même grâce discrète. Mais quelque chose avait changé. Antoine tenta de poser une question, mais il la ravala. Il n'était pas encore prêt. Et puis, après tout, n'était-elle pas simplement une employée temporaire, une nourrice de passage, une figure bienveillante, certes, mais remplaçable? Il voulait s'en convaincre, mais le doute s'était glissé en lui comme une fissure dans une façade trop longtemps ignorée. Il se surprit à penser à la date du 25 décembre avec une appréhension qu'il n'aurait pas su expliquer. L'idée qu'Élise parte le laissait étrangement, inquiet. Dans sa chambre, Élise relisait parfois la lettre, le soir, avant de dormir. Elle la lisait en silence sans modifier une virgule, comme on relit une prière secrète. Elle se demandait si elle trouverait le courage de la remettre. Elle se demandait aussi si Camille comprendrait un jour ce qu'elle avait voulu dire. Mais surtout, elle craignait ce qui arriverait après. Le vide, l'absence, le silence, cette fois sans espoir. Et pourtant, dans ce manoir de pierre et de secrets, quelque chose s'éveillait lentement. Une force imperceptible, un mouvement léger mais inexorable. Camille, bien qu'encore enfermée dans son mutisme, semblait plus présente, plus connectée. Elle réagissait davantage aux intonations, aux gestes d'Élise. Elle suivait des yeux les scènes qu'on lui lisait. Elle restait plus longtemps dans ses bras. Des progrès infimes, mais réels. Élise n'attendait rien en retour. Elle ne rêvait pas de reconnaissance, encore moins de miracle. Elle vivait chaque jour comme un cadeau, chaque instant comme une ultime offrande. Mais elle ne savait pas que cette lettre, gardée dans le silence d'un tiroir, finirait par bouleverser bien plus que son propre cœur. Car dans cette maison où personne ne disait ce qu'il ressentait vraiment, les mots non prononcés avaient parfois plus de force que ceux exprimés à haute voix. Le 23 décembre commença comme tous les autres jours de cette semaine étrange, suspendu entre la routine quotidienne et le compte à rebours silencieux, vers un adieu inévitable. Le manoir était encore plongé dans une relative torpeur, lorsqu'Élise descendit dans la cuisine, salua brièvement le personnel et prépara une tasse de thé, ses gestes calmes, trahissant une tension qu'elle ne parvenait plus à dissimuler entièrement. La neige avait recouvert la cour intérieure d'un voile blanc et uniforme, et seul le crissement de ses pas sur les carreaux froids lui rappelait qu'elle était bien éveillée et non prisonnière d'un rêve doux amer. Camille dormait encore, lovée dans ses draps. Lorsqu'Élise entra dans sa chambre, elle la trouva les yeux mi-clos, le regard flottant dans la lumière grise du matin. La petite ne bougea pas immédiatement, mais lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose de subtil s'anima dans les traits de l'enfant. Elle se redressa lentement, se laissa habiller sans résistance, accepta le petit déjeuner sans détourner la tête, comme elle le faisait parfois. Rien de spectaculaire, mais pour Élise,
Chaque geste coopératif était une victoire intime. Elles passèrent la matinée dans la salle de jeu. Élise s'installa sur le tapis moelleux, près de la fenêtre, pendant que Camille explorait les tiroirs, sortait des crayons, feuilletait des albums illustrés. L'enfant n'aimait pas qu'on l'aide dans ses activités créatives. Elle prenait le temps de choisir ses outils, d'observer les pages, de réfléchir longtemps avant de tracer un seul trait. Élise respectait ce rythme. Elle restait présente, à portée de main, mais jamais envahissante. C'était leur équilibre, fragile, mais profondément réel. Vers la fin de la matinée, alors que le manoir baignait dans un silence paisible, Camille s'approcha avec un papier plié entre les doigts. Elle avait manifestement dessiné quelque chose. Élise tendit la main avec douceur, sans un mot. Camille hésita une seconde, puis posa le dessin dans la paume ouverte de sa nourrice. Élise le déplia lentement. C'était un dessin d'enfant maladroit mais touchant. 3 silhouettes y figuraient, tracées avec des couleurs simples. Une femme aux cheveux longs, une petite fille au centre, et un homme un peu plus grand, tous 3 se tenant par la main sous un ciel bleu maladroitement colorié. Camille avait dessiné un soleil, une maison, et au-dessus de la tête de chaque personnage, un cœur rouge. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle reconnut immédiatement les figures. Elle comprit sans explication que la femme était elle, que l'enfant était Camille, et que l'homme, forcément, était Antoine. L'émotion la submergea, non pas comme une vague violente, mais comme une marée lente qui l'envahit entièrement. Elle leva les yeux vers Camille, qui la regardait fixement. Sans dire un mot, la petite tendit le doigt vers la figure féminine du dessin, puis pointa Élise. Ce geste, d'une simplicité déconcertante, fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Il n'y avait là ni tentative de manipulation, ni jeu enfantin. C'était une affirmation claire, une désignation instinctive et pourtant mûrement ressentie. Camille venait, sans le savoir peut-être, de poser un mot silencieux sur leur lien. Elle venait d'offrir à Élise le seul cadeau qu'elle n'avait jamais osé espérer recevoir. Élise aurait voulu répondre, dire quelque chose, exprimer l'émotion qui lui nouait la poitrine, mais aucun mot ne sortit. Elle se contenta d'ouvrir les bras, et Camille, dans un élan rare, s'y blottit sans résistance. Elles restèrent ainsi de longues minutes, enlacées au milieu de cette pièce que le froid de l'hiver ne pouvait plus atteindre. Ce dessin, ce geste, ce silence plein de sens, scellaient un moment que ni le temps ni l'absence ne pourraient effacer. Plus tard dans la journée, Élise glissa discrètement le dessin dans son carnet, à côté de la lettre qu'elle avait écrite quelques jours plus tôt. Elle sentait que ces 2 objets, l'un destiné à Camille, l'autre offert par elle, formaient un dialogue intime, une conversation muette qui disait tout ce qu'aucun mot n'avait jamais su exprimer entre elles. Antoine, de son côté, revint en fin d'après-midi d'une réunion à Lyon. Il avait cette expression lasse de l'homme pris dans un tourbillon d'obligations. Mais lorsqu'il passa devant la salle de jeu et aperçut Camille collée contre Élise, le visage tranquille, il s'arrêta. Il observa sans intervenir. Il vit Camille poser sa main sur le bras d'Élise, comme si ce contact était devenu une habitude. Il vit la douceur dans le regard de la jeune femme, une douceur qu'il n'avait jamais rencontrée ailleurs, ni dans les regards des éducatrices, ni chez les thérapeutes spécialisés qu'il avait consultés pour sa fille. Il ne dit rien ce soir-là, mais le dessin qu'Élise avait laissé par inadvertance sur le coin d'une étagère en quittant la pièce tomba entre ses mains. Il le reconnut pour ce qu'il était, une représentation naïve, certes, mais bouleversante, de quelque chose qu'il avait refusé de voir. Il comprit que Camille avait choisi Élise, non pas comme une figure d'autorité ou une remplaçante temporaire, mais comme une présence essentielle. Il comprit aussi qu'il avait sous-estimé l'importance du lien qui s'était tissé entre elles, et cela l'ébranla. Ce soir-là, Antoine resta plus longtemps que d'habitude à table. Il posa quelques questions à Élise, sur la journée, sur Camille, sur les réactions de l'enfant. Il écouta attentivement les réponses, et lorsqu'il leva les yeux, il croisa le regard d'Élise, qui ne baissa pas les yeux. Il y avait entre eux un silence dense, chargé de choses non dites. Pas de séduction, pas d'attente, mais une reconnaissance mutuelle. Comme s'ils avaient, à cet instant précis, perçu qu'un choix s'annonçait, que la suite de leur histoire ne dépendrait plus seulement de contrats ou de décisions pratiques, mais de ce qu'ils oseraient ou non affronter ensemble. La nuit tomba lentement sur le manoir. Dans la chambre d'Élise, le dessin reposait désormais sur sa table de chevet, entre la lettre qu'elle n'avait pas encore remise
et le carnet aux pages encore blanches. Camille dormait, paisible, sa main repliée sur son doudou. Et Élise, seule dans le silence de sa chambre, sentit pour la première fois que ce Noël ne ressemblerait à aucun autre. Ce soir-là, la lumière du crépuscule s'éteignit lentement sur les vitres anciennes du manoir, teintant les murs d'ombre douce et mouvante. Le personnel avait terminé son service plus tôt, comme souvent à l'approche des fêtes. Camille était déjà couchée, profondément endormie après une journée riche en émotions, son dessin toujours soigneusement rangé dans un tiroir que seule Élise ouvrait. Antoine était rentré plus tôt que prévu, sans explication, et avait demandé à dîner dans la salle à manger secondaire, celle qu'il n'utilisait presque jamais. Une pièce plus intime, décorée avec moins d'apparat, mais baignée d'une chaleur presque inattendue, grâce à l'âtre qui crépitait doucement dans un coin. Élise, qui n'était pas conviée au repas du maître de maison, fut surprise lorsqu'Antoine, au détour d'un couloir, l'invita d'un ton calme à le rejoindre pour le dîner. Elle hésita, déstabilisée par cette proposition soudaine. Il n'y avait pas de prétexte professionnel, pas de nécessité immédiate, juste une invitation formulée simplement, sans pression apparente. Après un bref moment de silence, elle accepta. Ils s'installèrent face à face, une table dressée sobrement entre eux. 2 assiettes, une bouteille de vin ouverte, une lumière tamisée filtrée par les abat-jours de velours. Antoine paraissait plus détendu que d'habitude, comme s'il avait laissé à la porte son costume de chef d'entreprise. Élise, bien que légèrement tendue au début, retrouva peu à peu son calme. Ils échangèrent d'abord des banalités. Le froid qui persistait malgré la cheminée, les décorations de Noël visibles depuis les fenêtres, l'état de santé de Camille. Mais rapidement, la conversation glissa vers des sujets plus personnels, de manière presque imperceptible. Antoine observa Élise avec une attention qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant venant de lui. Il lui parla brièvement de sa vie avant la naissance de Camille, de sa femme disparue, de ce que cela lui avait coûté en silence, en fatigue, en culpabilité. Il ne s'attarda pas sur les détails, mais sa voix s'alourdissait parfois sous le poids de souvenirs douloureux. Élise écoutait sans interrompre, absorbant ses mots comme elle savait si bien le faire, sans juger, sans commenter. Ce n'était pas de la curiosité malsaine, mais un accueil sincère de la vulnérabilité de l'autre. Et puis, sans prévenir, au milieu de ce climat de confidence inattendue, Antoine posa une question qui suspendit le temps. « Pourquoi êtes-vous resté ici aussi longtemps? Vous auriez pu trouver un poste mieux payé, dans une famille plus, disons, moins compliquée. Pourquoi rester auprès de Camille, malgré tout ?» Élise ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux vers son assiette, laissa le silence s'installer, puis releva doucement le regard. Il n'y avait ni embarras ni confusion dans son attitude, seulement une franchise tranquille. Parce que dès le premier jour où j'ai vu votre fille, j'ai su que je ne pourrais pas partir comme si elle ne comptait pas. Ce n'est pas une question de salaire, ni de conditions. C'est Camille. Elle est différente. Elle ressent tout. Et je ne pouvais pas l'abandonner à des inconnus qui ne verraient qu'un problème à régler. Antoine resta silencieux. Il hocha légèrement la tête, comme si ces mots confirmaient quelque chose qu'il soupçonnait sans l'avoir jamais formulé. Il croisa les mains devant lui, réfléchissant longuement. Élise, de son côté, sentit que quelque chose s'était ouvert entre eux. Une porte restée fermée depuis des mois, qui venait de s'entr'ouvrir sans bruit, sans violence. « Vous savez, reprit-il plus tard, parfois j'ai l'impression que Camille parle, mais seulement à vous. Pas avec des mots, bien sûr, mais avec ses gestes, ses silences, son regard. C'est comme si vous compreniez un langage que le reste du monde ignore. » Élise ne répondit pas, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était pas de l'orgueil, mais une reconnaissance muette. Elle savait que ce qu'ils partageaient, Camille et elle, était hors norme. Elle le vivait chaque jour, dans les moindres détails. Un mouvement de tête, une main posée sur l'épaule, un souffle plus profond pendant une histoire racontée au coucher. Tout cela formait une symphonie de signes invisibles que seuls les cœurs attentifs pouvaient entendre. Le repas se poursuivit dans une ambiance plus légère. Ils parlèrent littérature, musique, souvenirs d'enfance. Antoine, à la surprise d'Élise, cita un poète qu'elle aimait beaucoup. Ils partagèrent même un rire, furtif mais sincère, lorsqu'il avoua n'avoir jamais su faire un sapin de Noël sans le faire tomber au moins une fois. Ces instants volés, simples et humains, vinrent combler un espace entre eux que ni le devoir ni la distance professionnelle
ne parvenait plus à maintenir. À la fin du dîner, alors qu'il se levait, Antoine posa la main sur le dossier de sa chaise, hésita puis lança d'un ton presque nonchalant « Et si je vous demandais de rester, après le 25, que répondriez-vous » Élise, prise au dépourvu, resta figée quelques secondes. Elle n'avait pas prévu cette question. Elle avait écrit sa lettre, rangé ses affaires, préparé son cœur à l'absence. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de soutenir son regard. « Je ne suis pas sûre que ce soit à moi de poser cette question », murmura-t-elle. Puis elle s'excusa poliment et quitta la pièce. Une fois dans le couloir, son pas accéléra légèrement. Non pas qu'elle fuyait, mais elle sentait que le sol sous ses pieds commençait à changer de texture. Les certitudes sur lesquelles elle marchait depuis des mois devenaient mouvantes. Et au fond d'elle, une voix qu'elle n'avait pas encore osé écouter lui murmurait que peut-être, juste peut-être, il se passait quelque chose que ni elle ni Antoine n'avaient vu venir. La matinée du 24 décembre débuta dans un silence encore plus pesant que d'habitude. Le manoir, pourtant décoré avec goût pour les festivités de Noël, semblait plongé dans une attente étrange, comme si ses murs retenaient leur souffle en prévision d'un événement que personne n'osait nommer. Élise, levée avant le lever du soleil, avait pris soin de ne rien modifier à sa routine avec Camille. Elle savait que cette journée serait différente, peut-être même douloureuse. Depuis la veille, un changement subtil s'était opéré dans l'attitude d'Antoine. Il se montrait moins distant, ses regards plus fréquents, presque interrogateurs. Mais il n'avait rien dit de plus sur le dîner de la veille, ni sur la question qu'il lui avait posée en partant. Élise savait que, selon les termes de son contrat, une remplaçante devait arriver ce jour-là. Elle ne connaissait pas son nom, ni ses compétences, ni son visage. Elle n'avait été informée que brièvement par Madame Durand, qui s'était contentée de lui dire que tout était prévu pour qu'elle soit libérée de ses fonctions dès le 25 au matin. Elle n'avait posé aucune question, bien qu'une part d'elle brûlait d'en savoir plus. Mais elle préférait ne pas nourrir l'espoir. Mieux valait s'en tenir à la réalité brute. Elle était sur le point de quitter ce lieu, cet enfant, cette vie qu'elle avait fini par aimer au-delà du raisonnable. Vers 11 heures, le portail principal s'ouvrit sur une voiture sombre aux vitres teintées. Élise observait depuis la fenêtre de l'étage, tenant Camille sur ses genoux. La petite dessinait distraitement sur un carnet, mais son corps s'était légèrement tendu lorsque le véhicule s'était arrêté devant la porte. 2 minutes plus tard, Madame Durand pénétrait dans la salle avec une femme dans son sillage. Grande, tirée à 4 épingles, un sourire figé sur les lèvres, elle tendit la main à Élise avec une assurance teintée de distance. Elle s'appelait Jeanne, avait travaillé dans plusieurs familles de la région parisienne et affichait un CV impressionnant. Elle s'agenouilla devant Camille, tenta une approche douce, se présenta avec une voix douce et posée. Camille, cependant, ne répondit pas. Elle la fixa quelques secondes, puis détourna le regard. Élise, attentive, sentit aussitôt une tension nouvelle dans l'attitude de l'enfant. Madame Durand félicita Jeanne pour son aisance, puis invita Élise à lui faire visiter les pièces importantes. Chambre de Camille, salle de jeu, salle de bain, coin lecture. Pendant cette visite, Camille resta dans les bras d'Élise, refusant obstinément de les quitter. Même lorsque Jeanne tenta à nouveau de l'approcher avec un jouet coloré, l'enfant se détourna, serra plus fort la robe d'Élise et finit par enfouir son visage contre son épaule. Élise sentit son cœur se serrer, mais elle continua, stoïque, à remplir sa tâche. Elle expliqua les habitudes de Camille, ses préférences, son rythme, ses horaires. Jeanne écoutait avec professionnalisme, prenant des notes, hochant la tête, mais sans réelle chaleur. Elle était compétente, certes, mais impersonnelle. Après le déjeuner, Antoine fit une apparition dans le salon où Élise lisait à Camille. Jeanne était assise non loin, feuilletant un manuel de psychologie infantile. Lorsqu'Antoine entra, Camille se leva soudainement, traversa la pièce et se réfugia contre Élise avec une telle hâte qu'elle faillit trébucher. Élise la rattrapa, la serra instinctivement contre elle. Antoine observa la scène sans dire un mot. Il vit sa fille trembler légèrement. Puis il vit Jeanne se lever, s'approcher lentement et tenter de tendre les bras vers l'enfant. Ce fut à ce moment précis que Camille poussa un cri. Ce n'était pas un cri fort ou perçant, mais un son clair, net, chargé de panique. Un refus pur. Camille s'agrippa aux jambes d'Élise avec une force inédite, comme si sa vie en dépendait. Le cri fut suivi d'un gémissement, presque un sanglot, et les bras de l'enfant enserrèrent la taille d'Élise
comme un ancrage désespéré. Jeanne recula, décontenancée. Antoine, figé, porta lentement la main à sa bouche, visiblement bouleversé par cette réaction. Il n'avait jamais vu sa fille manifester une émotion avec une telle intensité. C'était la première fois que Camille exprimait clairement une peur, une volonté, un attachement. Élise, abasourdie, tenta de calmer Camille, murmurant à son oreille, la berçant légèrement. Elle la souleva dans ses bras, la serra contre elle et se tourna vers Antoine, qui la regardait avec une expression qu'elle ne lui connaissait pas. De la stupeur, oui, mais aussi un mélange de reconnaissance et de trouble. Il avait sous les yeux une vérité que ni les mots ni les rapports médicaux n'auraient pu lui transmettre avec autant de clarté. Camille refusa de quitter Élise durant le reste de l'après-midi. Elle la suivait partout, lui tenait la main, s'asseyait contre elle. Jeanne, bien que toujours présente, ne tenta plus de s'approcher. Elle resta en retrait, un peu gênée, consciente qu'elle n'avait pas été acceptée. Antoine, après un bref entretien à huis clos avec Madame Durand, passa le reste de la journée enfermé dans son bureau. Mais en fin de journée, il demanda à Élise de le rejoindre dans la bibliothèque. Là, debout près de la fenêtre, les mains croisées dans le dos, il l'attendait. Lorsqu'elle entra, il se tourna lentement vers elle. Son visage était grave, mais son regard avait perdu cette dureté habituelle. « Ce que j'ai vu aujourd'hui, dit-il d'une voix basse, je ne peux pas l'ignorer. Camille vous a choisi. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une coïncidence. Elle vous a désigné clairement. Je ne sais pas encore ce que cela signifie pour moi ni pour vous, mais je sais que je ne peux pas faire comme si de rien n'était. » Élise resta silencieuse. Elle attendait cette conversation sans l'avoir imaginée aussi directe. Elle sentit une tension monter dans sa poitrine, mêlée d'appréhension et d'espoir. « Je ne vous demande rien ce soir, » continua Antoine. « Je veux simplement que vous sachiez que je vous ai vu, vraiment. Pour la première fois, peut-être. Et je vois aussi Camille. Et ce qu'elle essaie de dire, même sans mots. » Elle acquiesça lentement, les yeux embués. Elle ne sut quoi répondre. Alors elle choisit de ne rien dire. Ils restèrent ainsi un moment, dans cette pièce silencieuse, entourés de livres et de décisions encore à venir, tandis que le manoir, dehors, s'apprêtait à accueillir la veille de Noël dans une tension qui n'avait plus rien de festive. La nuit de Noël s'était installée lentement sur Lyon, recouvrant les rues d'une neige fine et silencieuse. Au cœur du manoir Morel, les décorations brillaient dans une lumière douce, mais le faste habituel des fêtes semblait retenu, comme si une vérité suspendue s'apprêtait à tomber sans fracas. Camille, endormie après une longue journée de bouleversement, reposait paisiblement dans son lit. Jeanne, la nourrice fraîchement arrivée, avait pris congé sous prétexte de se reposer dans ses quartiers, visiblement consciente qu'elle n'aurait pas sa place ce soir. Le personnel s'était fait discret, comme s'il devinait qu'un moment d'une autre nature allait survenir. Élise descendit dans le salon principal pour ranger les livres laissés sur la table basse. Elle se sentait vidée. Le poids des dernières 24 heures pesait sur ses épaules, mais une énergie sourde la maintenait debout. Son cœur, pourtant habitué à la retenue, battait plus vite que de coutume, comme s'il anticipait une confrontation à venir. Elle ignorait où se trouvait Antoine, mais elle le savait proche. Et cette proximité non dite la troublait autant qu'elle l'attirait. Elle tourna la tête lorsqu'elle entendit les pas feutrés dans le couloir. Antoine entra dans la pièce, vêtu simplement, sans l'élégance stricte qu'il affichait habituellement. Il s'arrêta un instant, l'observa sans dire un mot. Son regard n'avait plus cette distance glacée qu'elle lui connaissait. Il portait une fatigue sincère, mêlée d'un éclat qu'elle ne lui avait jamais vu. Il s'approcha lentement jusqu'à se tenir à 1 mètre d'elle. Le silence entre eux était dense, chargé de tout ce qu'il n'avait jamais dit. « Je n'ai pas dormi », dit-il finalement. « Pas vraiment. Je repense à tout, à Camille, à vous, à ce que je n'ai pas voulu voir. » Élise posa les livres sur le meuble derrière elle, sans répondre. Elle sentait que ce qu'il s'apprêtait à dire ne pouvait être interrompu. « Vous n'êtes pas simplement une nourrice, Élise. Je crois que je le sais depuis un moment, mais je me suis forcé à l'ignorer. C'était plus simple de vous voir comme une solution temporaire, une aide efficace, une présence discrète. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne peux pas l'effacer. » Il fit un pas de plus. Son ton restait mesuré, mais chaque mot était porteur d'une sincérité désarmante. Camille ne parle à personne. Jamais. Elle refuse le contact, même avec moi. Mais vous, avec vous, elle s'ouvre, elle cherche, elle montre. Elle a crié pour vous aujourd'hui. Elle vous a supplié de rester sans avoir besoin de mots.
Et vous l'avez tenu comme une mère tient son enfant. » Élise sentit une vague de chaleur remonter en elle, mêlée d'une douleur contenue. Elle se redressa, croisa enfin son regard. « Et vous croyez que je ne souffre pas, moi? Vous pensez que je vais partir de gaieté de cœur? Je suis restée tout ce temps parce que je n'ai jamais su aimer autrement. Camille, elle m'a changé, elle m'a appris le silence, le vrai, celui qui unit, celui qu'on ne trahit pas. » Antoine sembla vaciller un instant. Il passa une main dans ses cheveux, recula de 2 pas comme pour mieux réfléchir. « Alors pourquoi partir? Pourquoi faire vos valises, disparaître comme si de rien n'était? Parce que c'est ce que vous attendez de moi, non? Je ne fais pas partie de ce monde, de cette maison. Je ne suis qu'une employée. Mon contrat se termine. On m'a dit que tout était déjà prévu, que je serais remplacé. J'ai respecté la règle, comme toujours. » Elle parla sans colère, mais avec une intensité qui força Antoine à baisser les yeux un instant. Lorsqu'il releva la tête, il avait les traits plus tendus. « Mais vous, Élise, qu'est-ce que vous voulez? Pas ce que vous croyez devoir faire, pas ce que les autres attendent, juste vous. Si vous aviez le choix, que feriez-vous » Cette question, posée avec une franchise désarmante, la cloua sur place. Elle ne s'y attendait pas. Depuis le début, elle s'était effacée, avait accepté de n'être qu'une silhouette. Mais là, on lui demandait d'exister, de répondre avec son cœur. Elle mit plusieurs secondes à trouver ses mots. « Je veux rester. Pas pour moi, pour elle, parce que je sais ce que ce départ lui fera. Elle ne comprendra pas. Elle pensera que je l'ai abandonnée, comme d'autres avant moi. Et je ne pourrai pas vivre avec ça. » Antoine s'approcha à nouveau, plus près que jamais. Sa voix se fit plus douce, presque fragile. « Et pour moi? Vous ne restez pas aussi... un peu pour moi ?» Élise détourna brièvement les yeux. Son cœur battait fort. Elle sentit une brûlure dans la gorge, une envie de pleurer qu'elle refusa. Elle se força à soutenir son regard. « Je ne sais pas, Antoine. Je ne sais plus où commencent mes sentiments, ni où ils doivent s'arrêter. Ce que je sais, c'est que vous me faites peur, parce que je vous sens changer, mais je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. » Il s'approcha encore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un souffle entre eux. Il ne la toucha pas. Mais son regard, lui, la traversa de part en part. « Je ne sais pas encore ce que j'attends, mais je sais que je ne veux plus faire semblant, ni avec Camille, ni avec vous. Alors, restez. Ne partez pas demain. » Pas encore. Élise resta immobile. Elle aurait voulu dire oui tout de suite, mais une force étrange la poussait à ne pas céder si vite, parce que rester maintenant signifiait tout risquer. Elle ne voulait pas être un choix de convenance, elle voulait être un choix de cœur. « Demain, » murmura-t-elle, « je ferai mes bagages, mais je ne partirai pas avant de lui dire au revoir. À ma manière. » Antoine n'insista pas. Il hocha la tête lentement, les traits fermés, mais compréhensifs. Il savait qu'il venait de faire un pas immense et qu'il appartenait désormais à Élise de faire le sien. Il se détourna, quittant la pièce sans un mot de plus. Élise resta seule dans le salon, le feu mourant dans la cheminée, les lumières du sapin reflétées dans les larmes silencieuses qui coulaient enfin sur ses joues. Le matin du 25 décembre s'éleva sur Lyon dans une blancheur paisible. La neige tombée durant la nuit recouvrait les toits d'une couche épaisse, silencieuse et immobile. Tout semblait figé dans une carte postale parfaite, mais dans le manoir Morel, l'agitation ne tarda pas à rompre cette illusion. Dès l'aube, un vent de panique s'éleva parmi les couloirs, brisant le calme austère de la maison. Camille, l'enfant discrète, immobile, silencieuse, avait disparu. Élise s'était réveillée tôt, comme toujours, prête à affronter ce qui devait être son dernier jour dans la maison. Elle avait passé une partie de la nuit éveillée, repensant à ses échanges avec Antoine, aux cris de Camille, aux moments suspendus dans la bibliothèque. Elle avait fini par s'endormir, la fatigue l'emportant, avec une unique certitude. Elle devait partir, mais pas sans un dernier adieu. Elle se leva donc avant les autres, prépara les affaires de la fillette comme elle le faisait chaque matin, puis descendit vers la chambre de Camille. Lorsqu'elle ouvrit la porte, le lit était vide. D'abord, elle pensa qu'on l'avait emmenée plus tôt que prévu, que Jeanne avait peut-être pris l'initiative de l'habiller, de la distraire. Elle vérifia la salle de bain, la salle de jeu, la cuisine. Rien. Elle remonta, un poids naissant dans la poitrine. Elle poussa la porte de Jeanne. La chambre était rangée, la nourrice encore en robe de chambre, l'air aussi surprise qu'elle.
Camille n'était pas avec elle. Le ton monta d'un cran, les domestiques furent alertés. Madame Durand mobilisa le personnel pour fouiller le manoir. Antoine, réveillé par le remue-ménage, descendit en robe de chambre, l'air grave. Lorsqu'on lui annonça que Camille était introuvable, son visage se figea. Élise, elle, sentit son estomac se tordre. Elle courut de pièce en pièce, appelant doucement le prénom de la fillette, inspectant chaque recoin, chaque cachette, chaque endroit où Camille aurait pu se dissimuler. Mais la maison était vaste, labyrinthique, avec des portes, des alcôves, des escaliers étroits menant à des pièces rarement utilisées. Plus les minutes passaient, plus la tension montait. Antoine ordonna de vérifier l'extérieur malgré le froid. Des domestiques en manteau sortirent dans la neige, appelant Camille à voix basse, comme si la criée aurait rompu quelque chose de fragile. Jeanne tentait d'organiser les recherches, mais personne ne l'écoutait vraiment. Tous les regards se tournaient vers Élise, comme si elle seule détenait la clé de cette disparition. Élise, guidée par une intuition, gravit les escaliers jusqu'à l'aile la plus haute du manoir, là où se trouvait sa propre chambre, un espace que Camille ne fréquentait jamais seule. Elle poussa la porte. Rien. Mais en s'avançant, elle aperçut un détail presque invisible. Le tiroir de sa commode était entrouvert, celui dans lequel elle avait rangé la lettre d'adieu. Elle s'approcha lentement. Et là, au sol, presque invisible derrière le rideau épais de la fenêtre, Camille était recroquevillée. Elle tenait dans ses petites mains froissées l'enveloppe d'Élise, celle que cette dernière n'avait jamais osé remettre. La petite la serrait contre elle comme un trésor précieux, son regard levé vers Élise, large, profond, insondable. Pas de larmes, pas de cris, juste ce silence immense, cette attente. Élise s'agenouilla aussitôt, la gorge nouée, le souffle coupé. « Camille, mon ange, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle tendit les bras. Camille, après quelques secondes d'hésitation, s'y jeta, son petit corps tremblant de froid. Élise la serra fort, les yeux fermés, laissant une larme glisser sur sa joue. Elle comprit tout d'un seul coup. Camille avait su. Elle avait senti que ce jour marquait une fin. Elle avait cherché un refuge, un lieu sûr, un lien. Et ce lien, c'était elle. La lettre n'était pas un objet pour l'enfant. C'était une preuve, une déclaration qu'elle avait trouvée sans comprendre les mots, mais en saisissant l'essence. Antoine arriva quelques secondes plus tard. Lorsqu'il vit la scène, il s'arrêta net. Élise, toujours à genoux, Camille dans les bras, leva lentement la tête vers lui. Il vit la lettre froissée mais lisible entre les mains de sa fille. Il comprit immédiatement ce que c'était. Il ne demanda pas d'explication. Il s'approcha, s'agenouilla face à elle, le regard posé sur Camille. « Tu as eu peur qu'elle parte sans te dire au revoir, c'est ça ?» La petite ne répondit pas, bien sûr, mais ses yeux se remplirent de larmes pour la première fois depuis des mois. De vraies larmes, silencieuses, épaisses, qui coulaient lentement sur ses joues pâles. Élise les essuya du bout des doigts, la gorge serrée, incapable de parler. Antoine posa une main sur l'épaule d'Élise. Aucun mot ne fut échangé, mais dans ce geste, dans ce regard partagé, une décision se formait lentement. Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, dans cette chambre exiguë devenue le centre du monde. Puis Élise murmura qu'il fallait la réchauffer, qu'elle ne pouvait pas rester ici. Antoine prit Camille dans ses bras, l'enveloppant dans son écharpe, et descendit avec elle jusqu'au salon. Le feu y crépitait encore faiblement. Jeanne les observa entrer, figée, et comprit qu'elle n'avait plus sa place. Sans un mot, elle quitta la pièce. Camille s'installa dans les bras d'Élise, emmitouflée dans une couverture. Elle ne parlait toujours pas, mais son regard ne quittait plus celui de la femme qu'elle avait choisie. Antoine s'assit en silence sur le fauteuil d'en face. Il ne savait pas encore ce que ce matin allait déclencher, mais tous deux comprenaient qu'un point de non-retour venait d'être franchi. Le silence, ce langage invisible, avait parlé pour eux tous. Le feu crépitait encore doucement dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs du salon, tandis qu'une tension étrange, presque sacrée, emplissait l'air. Le manoir, d'habitude vaste et froid, semblait soudain se rétracter autour de ce trio réuni dans l'intimité d'un moment suspendu. Élise, assise sur le canapé, tenait Camille contre elle. La petite, enveloppée dans une couverture épaisse, restait immobile, son petit front appuyé contre la poitrine d'Élise. Antoine, debout près de la fenêtre, observait la scène en silence.
Les heures avaient passé depuis la disparition matinale. Aucun des trois n'avait vraiment parlé, comme si les mots, ce jour-là, n'étaient ni nécessaires ni souhaitables. Les domestiques circulaient à pas feutrés. Le repas de Noël avait été reporté. Les guirlandes suspendues paraissaient désormais presque déplacées. Ce qui aurait dû être un jour de fête avait pris une tournure inattendue, mais non moins essentielle. Car dans ce silence partagé, une vérité grandissait. Une certitude que plus rien ne pouvait désormais occulter. Camille n'était pas seulement attachée à Élise. Elle s'était construite en elle, avait trouvé en sa présence le seul ancrage capable de lui permettre d'exister pleinement. C'était un lien profond, organique, irréversible. Alors que le jour déclinait lentement, Antoine s'approcha du canapé. Il s'assit à côté d'Élise, sans parler. Camille leva légèrement les yeux vers lui, mais ne bougea pas. Elle gardait ses petites mains agrippées au tissu de la robe d'Élise, ses doigts crispés, son visage concentré dans une expression à la fois douce et troublante. Elle fixait Élise avec une intensité rare, presque comme si elle cherchait en elle l'autorisation de faire ce que son corps préparait, sans qu'elle-même n'en comprenne encore la portée. Élise sentit une tension dans le corps de Camille, une sorte de vibration discrète, un frémissement. Elle la berça doucement, murmura un mot puis un autre. Rien de spécial, juste une mélodie d'attention. Mais soudain, dans ce flux tranquille, quelque chose de nouveau surgit. Une syllabe, faible, incomplète, mais distincte. Camille avait émis un son, pas un gémissement, ni un cri, ni une imitation de mots. Un son articulé. Antoine, surpris, se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce que c'était ? Tu as entendu ?» Élise ne répondit pas. Elle regardait Camille, les yeux écarquillés, retenant son souffle. Camille, le regard planté dans le sien, recommença. Une nouvelle tentative. Cette fois, deux sons liés. Une sorte de murmure, presque un souffle. « Ma... » Antoine posa une main sur le dossier du canapé. Son visage se figea. « Attends, est-ce qu'elle a dit ?» Camille, les lèvres tremblantes, serra plus fort les bras autour du cou d'Élise, puis, après un effort visible, prononça plus distinctement, dans un filet de voix brisée mais claire, « Maman ». Le monde s'arrêta. Le mot, simple et universel, résonna comme une explosion dans la pièce. Antoine recula instinctivement, les yeux agrandis, incapable de parler. Élise, elle, sentit une chaleur fulgurante monter en elle, accompagnée d'un vertige. Elle croyait halluciner. Camille, toujours blottie contre elle, répéta plus sûre cette fois « Maman » et puis encore « Maman ». Cette dernière fois, le mot sortit comme une évidence, comme un appel ancien qui, enfin, trouvait sa place. Le visage de Camille se détendit, ses yeux brillèrent d'un éclat qu'Élise n'avait jamais vu chez elle. Elle sourit pour la première fois sans retenue et répéta « Maman ». Élise éclata en sanglots, un cri muet, profond, incontrôlable. Elle entoura Camille de ses bras, la serra contre elle, enfouissant son visage dans les cheveux fins de l'enfant. Elle pleurait comme on pleure quand on reçoit un miracle qu'on n'avait pas osé espérer. Antoine, toujours figé, se leva lentement, incapable de détacher son regard de la scène. Il approcha, posa une main tremblante sur l'épaule d'Élise. « Elle vous a appelé maman ». Élise hocha la tête, incapable de parler. Elle sentait le cœur de Camille battre contre le sien, fort, régulier. L'enfant s'était relâché, paisible, comme si, en prononçant ce mot, elle avait débloqué quelque chose d'essentiel en elle. Antoine s'agenouilla devant elle. Il avait les yeux rouges. Une émotion brute, nue, crevait les digues qu'il avait patiemment construites autour de lui depuis la mort de sa femme. « Je n'arrive pas à y croire. C'est elle. C'est vraiment elle qui... » « Camille !» La petite tourna légèrement la tête vers lui. Elle n'avait plus peur. Son visage n'exprimait ni trouble, ni tension. Elle regardait son père, mais restait dans les bras d'Élise. Elle était en paix. Antoine passa une main sur son visage, essuya une larme. « Tu viens de faire ce que personne n'a jamais réussi à provoquer. Pas même moi. » Élise finit par parler, la voix brisée par l'émotion. « Ce n'est pas moi, c'est elle qui a choisi. Elle m'a choisi, Antoine, et je n'ai rien fait d'autre que l'aimer comme elle avait besoin de l'être. » Antoine acquiesça lentement. Il n'avait rien à ajouter. Tout était dit. Camille s'endormit peu après dans les bras d'Élise, le mot encore suspendu entre ses lèvres. Ce n'était plus un hasard,
ni une expérience passagère. C'était une révélation. Le premier mot de sa vie avait été « maman ». Et ce mot, elle ne l'avait adressé qu'à une seule personne. Plus tard, lorsque le calme revint, Antoine monta à l'étage avec Élise et Camille dans les bras. Il l'aida à la coucher, sans un mot. Lorsqu'ils redescendirent, il s'arrêta devant la porte de la chambre d'Élise. Il la regarda longuement, puis murmura « Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais je sais qu'on ne peut plus faire semblant. » Élise acquiesça, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit plus la peur. Seulement une certitude fragile mais profondément vraie. Tout venait de changer, et rien ne serait jamais plus comme avant. Le matin du 26 décembre se leva sur un ciel clair, lavé de ses derniers nuages nocturnes. Le silence matinal enveloppait le manoir comme un manteau épais. Pas un bruit, si ce n'est le léger craquement du bois sous l'effet du chauffage, ou le chant discret d'un oiseau isolé sur une branche enneigée. Élise ouvrit les yeux bien avant l'aube. Elle n'avait presque pas dormi. La voix de Camille résonnait encore dans son esprit, comme un écho obstiné. Ce mot qu'elle avait prononcé, répété, offert avec une clarté désarmante, « maman », c'était irréversible. Dans sa chambre glacée, Élise s'assit au bord du lit, enroulée dans une couverture, les pieds nus sur le parquet. Elle fixait un point invisible dans l'obscurité, comme si une part d'elle attendait encore de se réveiller d'un rêve trop beau pour être vrai. Mais c'était arrivé. Camille avait parlé, elle l'avait choisi, sans ambiguïté, sans hésitation. Et pourtant, tout restait suspendu. Antoine n'avait rien dit de plus. Aucun mot sur la suite. Aucun geste décisif. Elle avait senti en lui une émotion vraie, une reconnaissance qu'elle n'avait jamais cherchée. Mais au-delà de ce bouleversement, un silence avait repris sa place. Un silence pesant. Et cela suffisait pour qu'Élise se remette à douter. Elle passa la matinée dans un état étrange, comme si elle évoluait dans une bulle d'air figé. Camille s'était réveillée calme, souriante, plus présente que jamais. Elle n'avait pas reparlé, mais ses gestes, son regard, tout en elle trahissait une assurance nouvelle. Elle suivait Élise partout, lui montrait des objets, tentait même de fredonner des sons, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. La voix s'était frayé un chemin dans sa gorge et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. C'était comme si, désormais, elle savait qu'elle pouvait parler, et surtout, pour qui parler. Antoine, de son côté, avait quitté sa chambre au lever du jour. Il n'était pas à table au petit déjeuner. Il n'était pas dans son bureau, ni dans le salon, ni dans la serre d'hiver. Il s'était éclipsé sans prévenir, sans laisser d'indication. Madame Durand, bien qu'habituellement discrète, sembla surprise de cette disparition impromptue. Élise n'en dit rien, mais au fond d'elle, elle se mit à préparer ce qu'elle avait toujours su inévitable, le départ. Dans sa chambre, elle ouvrit sa valise, y plia lentement ses vêtements. Elle y glissa le dessin de Camille, qu'elle avait accroché au mur la semaine précédente. Elle récupéra son carnet, la lettre qu'elle avait finalement laissée hors de portée de Camille, et d'autres objets insignifiants aux yeux du monde, mais lourds de sens pour elle. Tout son cœur tremblait, mais ses gestes étaient méthodiques. Elle faisait ce qu'elle avait toujours su qu'elle devrait faire, partir en silence. Camille, installée sur le lit, la regardait faire. Elle ne comprenait pas vraiment, mais ses sourcils se fronçaient. Elle observait les mouvements d'Élise avec une attention inquiète. Quand la jeune femme ferma la valise, l'enfant se leva, s'approcha, tendit la main vers l'objet comme pour l'arrêter. Élise se pencha, la prit dans ses bras. « Il faut que je parte, mon trésor, murmura-t-elle. Tu es forte, tu vas continuer à parler, à grandir, et tu seras aimée. » Elle ne croyait pas à ses propres mots. Ils sonnaient faux, vides. Camille les regardait avec insistance. Et soudain, comme une brèche s'ouvrant dans la digue, elle murmura presque inaudible « Maman ». Un coup de poignard. Élise la serra fort, sentit ses jambes trembler. Elle posa Camille sur le lit, prit sa valise et descendit. Le taxi l'attendait déjà au portail. Elle donna quelques consignes à Madame Durand qui, étrangement émue, lui tendit une enveloppe de la part d'Antoine. Une simple fiche de paie, probablement, avec une note administrative. Rien d'autre. Mais alors qu'Élise s'apprêtait à franchir la porte d'entrée, un bruit précipité résonna dans l'escalier. Des petits pas, rapides, frénétiques. Elle se retourna. Camille courait. Pour la première fois, elle courait sans tomber, sans hésiter. Elle descendait les marches,
les yeux pleins de larmes, et sa voix brisa l'air. « Maman, maman, maman !» Le cœur d'Élise explosa. Elle lâcha la valise, se jeta à genoux, ouvrit les bras et Camille s'y précipita, haletante, bouleversée, les bras tendus. Antoine, arrivé derrière elle, figea dans l'encadrement de la porte. Il avait vu toute la scène. Il tenait dans ses mains la lettre d'Élise, celle qu'il avait trouvée dans le tiroir. Il s'approcha lentement, les yeux rougis, le visage durci par une émotion à peine contenue. Il ne parla pas immédiatement. Il s'agenouilla aussi face à Élise, Camille entre eux deux, les mains de l'enfant accrochées à leur manteau. Il regarda Élise droit dans les yeux. « Tu allais partir, sans dire un mot, même après tout ça. »« Je n'attendais rien de vous, » répondit-elle, le souffle court. « Je ne voulais pas être un problème, pas une responsabilité de plus. Tu n'es pas un problème, Élise. Tu es la réponse. La seule que je n'avais jamais envisagée, et la seule qui ait un sens aujourd'hui. » Il tendit la lettre. « J'ai lu tes mots, et je ne peux pas te laisser partir, pas comme ça, pas maintenant. » Élise ne répondit pas. Ses bras enlaçaient encore Camille, qui ne cessait de répéter son nom comme une prière. La petite disait « Maman », avec la force d'un cri, avec la certitude d'une vérité. Et dans ces syllabes imparfaites, il y avait un appel auquel personne ne pouvait plus se dérober. Antoine regarda Camille, puis Élise. « Si tu pars aujourd'hui, ce n'est pas seulement elle que tu abandonnes. C'est moi aussi, et je crois que je ne pourrai pas le supporter. » Élise sentit les larmes couler sans retenue. Elle posa une main sur la joue de Camille, puis sur celle d'Antoine. Elle ne dit pas « oui », pas encore, mais elle se leva, reprit la main de la petite et ferma la porte du manoir derrière elle. Non pas pour fuir, mais pour rester debout, rester vrai, rester tout simplement. La valise resta là, au seuil, oubliée, comme le passé. Ce jour-là, le silence ne fut plus jamais un mur. Il devint un pont. La fin de journée s'étirait lentement dans une lumière dorée, timide, filtrée par les hautes fenêtres du manoir. L'air était empreint d'un calme particulier, comme si tout ce qui devait se dire avait été exprimé sans qu'aucun mot ne soit réellement nécessaire. Dans le grand salon, la cheminée illuminait les murs d'ombre chaude. Camille, encore bouleversée par l'intensité des dernières heures, s'était enfin assoupie, la tête contre l'épaule d'Élise, son petit corps enroulé dans un plaid. Son souffle tranquille contrastait avec l'agitation émotionnelle qui, quelques heures plus tôt, avait fait trembler toute la maison. Antoine, debout près du feu, observait la scène. Il n'avait pas prononcé un mot depuis leur retour dans le salon, comme si la force du moment avait tari toute sa parole. Pourtant, dans son regard, il y avait une forme de certitude qu'Élise n'avait jamais vue chez lui auparavant. Une résolution calme, presque grave. Elle, de son côté, n'osait pas le fixer trop longtemps. Elle se contentait de bercer Camille, comme pour retarder un échange dont elle pressentait l'importance. Mais Antoine finit par se retourner, traversa la pièce à pas lents et s'agenouilla devant elle. Il posa une main légère sur la jambe d'Élise, une caresse respectueuse, comme s'il demandait la permission de briser le silence. « Je t'ai lu, Élise, » murmura-t-il. « Chaque ligne, chaque mot. Je t'ai entendu, même dans ton silence. Et je sais maintenant ce que je ne dois plus ignorer. » Elle ferma les yeux un instant, retenant le flot d'émotions qui menaçait de l'envahir. Camille bougea légèrement dans ses bras, sans se réveiller. « Pendant longtemps, reprit-il, j'ai cru qu'il suffisait de pourvoir aux besoins matériels de Camille, de lui offrir sécurité, soins, thérapie, confort. Mais elle avait besoin d'autre chose. Elle avait besoin de toi, de ta présence, de ton amour, et pas parce que tu remplissais un rôle, parce que tu étais là avec elle, entièrement. » Élise sentit sa gorge se nouer. Elle voulait répondre, mais aucun mot ne lui semblait assez juste, assez puissant. « Ce que je veux te dire, ce que je n'aurais jamais cru être capable de dire un jour, c'est que je ne veux plus faire semblant. Pas une minute de plus. » Il sortit de sa poche la lettre qu'il avait gardée, celle qu'elle avait écrite pour Camille, et la lui tendit. « J'ai failli la ranger ou la brûler, mais je crois qu'elle doit rester là, entre nous. Pas comme un adieu, mais comme un souvenir de ce qu'on a failli perdre. » Il marqua une pause, inspira profondément et ajouta d'une voix qui tremblait légèrement. « Camille a dit « maman ». Elle a fait un choix. Et moi aussi, aujourd'hui, je veux faire le mien. Pas parce que j'ai peur qu'elle régresse si tu t'en vas. Pas par commodité, mais parce que je suis tombé amoureux de toi. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Parce que j'ai vu la femme que tu es.
et que je ne veux pas te laisser partir. » Il s'arrêta, les yeux brillants, puis se redressa, prenant Camille endormie dans ses bras pour la déposer sur le canapé tout proche. Puis, dans un geste inattendu, il se mit à genoux devant Élise. Non pas avec une bague, ni une promesse hâtive, mais avec une franchise nue, désarmée. « Élise, veux-tu rester? Pas comme employée, pas comme aide temporaire. Veux-tu rester avec moi, avec Camille, avec nous? Pour de bon, pour construire quelque chose, pour être la mère qu'elle a choisie et la femme que je veux à mes côtés. » Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Elle se leva lentement, incapable de cacher ses larmes. Ses mains tremblaient. Ce moment, elle ne l'avait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus secrets. Elle n'avait jamais osé penser qu'une telle vérité pourrait être dite à voix haute, dans cette maison pleine de silence, de deuil et de non-dits. « Je ne sais pas si je suis prête pour tout ça, » souffla-t-elle. « Je n'ai jamais connu une vraie famille. Je ne sais pas comment être mère, comment être aimée. » Antoine s'approcha, prit ses mains, les serra avec une douceur infinie. « Tu l'es déjà. Tu n'as rien à prouver. Camille te l'a montré. Moi aussi je te le montre maintenant. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est un pas vers nous. » Le poids des années de solitude, de discrétion, d'effacement volontaire s'effondra d'un seul coup sur les épaules d'Élise. Et pourtant, dans ce poids immense, il y avait une légèreté nouvelle. Comme si enfin, après tant de temps à s'effacer, elle avait le droit d'exister. Elle regarda Camille, endormie, paisible. Elle regarda Antoine, à genoux, les yeux brillants de sincérité. Et elle comprit que tout son passé l'avait menée ici, à cet instant précis. Elle s'agenouilla à son tour, le front contre le sien, et souffla « Oui, je veux rester. Pour elle, pour toi, pour moi, pour ce qu'on peut être ensemble. » Antoine referma ses bras autour d'elle, la serrant contre lui sans un mot. Dans le silence retrouvé du salon, seuls les battements de leur cœur résonnaient. Ce Noël, celui qu'Élise avait redouté comme un adieu, devenait le commencement inattendu d'une vie qu'elle n'avait jamais cru mériter. Une vie faite de regards vrais, de gestes simples, et surtout de cette voix fragile, celle de Camille, qui, dans son mutisme brisé, avait tout transformé. Le matin du 25 décembre avait commencé dans la tourmente, mais la soirée se dessinait maintenant dans une paix fragile et nouvelle. Dans le manoir Morel, le temps semblait s'être ralenti. La neige continuait de tomber doucement à l'extérieur, recouvrant les jardins d'une lumière presque irréelle. Le silence n'avait plus la même densité qu'avant. Il était désormais porteur de promesses, de respirations nouvelles et d'une chaleur que le feu seul ne pouvait offrir. Pour Élise, ce Noël ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas une nuit de solitude ou de résignation, mais un moment d'éveil. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentait à sa place, sans masque, sans devoir se justifier. La maison avait changé de visage. La gouvernante, Madame Durand, pourtant rigide dans ses fonctions, avait perçu que quelque chose d'irréversible s'était produit. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait discrètement ordonné au personnel de cuisine de reprendre les préparatifs du repas, cette fois en intimité réduite. Il n'était plus question de réception formelle ni de festin démonstratif, mais d'un dîner simple, familial, centré autour de Camille, Élise et Antoine. Le grand salon, illuminé par les bougies et le feu de bois, avait une ambiance feutrée, presque magique. Élise, vêtue d'une robe sobre qu'elle n'avait encore jamais portée, préparait la table aux côtés de Camille. La petite l'aidait maladroitement, posant les serviettes, alignant les couverts avec une concentration touchante. Elle ne parlait pas encore à nouveau, mais elle souriait. Et son sourire, à lui seul, valait tous les discours. Antoine les observait depuis la bibliothèque adjacente, adossé à la porte, un verre à la main, le regard doux et étonnamment léger. Il n'intervenait pas. Il laissait faire. Il laissait vivre. Lorsque le repas fut prêt, ils s'installèrent ensemble à la table ronde sans cérémonie. Pas de chef d'orchestre, pas de règles rigides. Seulement 3 personnes réunies par quelque chose de plus fort que les conventions. Antoine servit le plat principal, Élise coupa doucement les aliments pour Camille, et l'enfant mangea avec appétit, entre 2 regards complices, vers celle qu'elle avait appelée « maman » la veille. Le mot n'avait pas été répété ce soir-là, mais il flottait dans l'air, présent dans chaque geste, chaque silence, chaque sourire. Le repas se déroula dans une atmosphère de légèreté timide, comme si chacun découvrait comment exister dans ce nouveau territoire émotionnel.
Antoine raconta quelques souvenirs d'enfance, Élise partagea une anecdote de ses anciens Noëls passés seuls dans des chambres de service ou des studios anonymes. Camille écoutait, concentrée, posant parfois une main sur celle d'Élise comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, réelle, tangible. Il n'y avait pas de musique, pas de rire tonitruant, mais une harmonie discrète, sincère. Après le repas, ils s'installèrent près du sapin, décoré de guirlandes simples et de quelques boules en verre. Antoine proposa d'ouvrir les cadeaux restés sous l'arbre. Camille déchira les papiers lentement, fascinée par les couleurs, les textures, les rubans. Parmi les paquets, un petit coffret attira l'attention d'Élise. Il n'avait pas été là plus tôt dans la journée. Elle le prit avec précaution, vit son prénom inscrit à la main, une écriture qu'elle reconnut aussitôt. Antoine l'observait en silence. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un collier fin, discret, avec un médaillon ovale. À l'intérieur du médaillon, une miniature du dessin que Camille lui avait offert 2 jours plus tôt, reproduit avec une précision délicate. 3 silhouettes se tenant par la main. Elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. Elle leva le regard vers Antoine, qui haussa légèrement les épaules, presque gêné. « J'ai demandé à un artisan de le faire reproduire. Je ne savais pas quand te l'offrir. Je crois que le moment est venu. » Elle referma doucement le bijou, incapable de répondre. Camille se hissa sur ses genoux, posa ses petites mains sur le collier. Elle leva les yeux vers Élise, puis vers Antoine. Elle ne dit rien, mais son visage rayonnait. Elle comprenait. Pas par les mots, mais par l'intensité du moment. Antoine s'approcha, posa une main sur l'épaule d'Élise. « Ce n'est pas un symbole, Élise. Ce n'est pas juste un bijou. C'est une promesse. La première d'une longue série, je l'espère. » La soirée continua dans le calme. Ils jouèrent à quelques jeux de société simples pour amuser Camille. Antoine et Élise riaient doucement, parfois échappant un regard complice. Camille, elle, se balançait entre eux deux, s'installant tantôt sur les genoux de l'un, tantôt dans les bras de l'autre. Il n'y avait plus de rôle défini, seulement une fluidité nouvelle, évidente. Élise, au fond d'elle, réalisait ce qu'elle vivait, un vrai Noël, son premier. Pas celui des vitrines ou des dîners mondains. Un Noël d'appartenance, d'émotion, de renaissance. Lorsque l'heure du coucher arriva, Camille ne protesta pas. Elle se laissa border par Élise, accepta même qu'Antoine lui raconte une histoire, bien qu'elle restât agrippée à la main de celle qu'elle avait adoptée en silence. En quittant la chambre, Élise éteignit la lumière, mais resta un moment sur le seuil. Elle observa Camille dormir, paisible, puis se retourna vers Antoine. « Je n'ai jamais eu de famille, » dit-elle dans un souffle. « Ce soir, c'était la première fois. »« Alors faisons en sorte que ce soit la première d'une longue série, » répondit-il en lui tendant la main. Elle la prit, sans crainte, sans hésitation. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à fuir. Elle était là où elle devait être. Et dans cette maison autrefois glacée par l'absence, un feu nouveau venait de s'allumer, celui d'un foyer qui, enfin, portait bien son nom. Les mois qui suivirent ce Noël singulier se déroulèrent comme une transition lente mais profonde, une traversée douce d'un monde ancien vers un univers entièrement nouveau pour Élise. Au départ, elle craignait que la magie fragile de ces jours d'hiver ne s'effrite avec le retour à la normalité. Pourtant, il n'en fut rien. Jour après jour, la maison Morel s'imprégnait d'une chaleur nouvelle, non pas provoquée par des gestes spectaculaires, mais par des habitudes délicatement tissées, des regards complices, des élans spontanés qui n'auraient jamais existé auparavant. Camille fut la première à incarner ce changement. Son mutisme n'avait pas disparu, mais il s'était assoupli. Sous le regard attentif des spécialistes, on lui avait diagnostiqué un mutisme sélectif, lié non pas à une incapacité physiologique, mais à un verrou émotionnel solidement ancré. Et pourtant, ce verrou, elle l'avait brisé avec un unique mot, prononcé dans un moment de détresse absolue, dirigé vers Élise comme une preuve irréfutable du lien fondamental qui les unissait. Les médecins furent à la fois surpris et émus en apprenant que son premier mot avait été celui que tant d'enfants murmurent instinctivement, mais que Camille n'avait jamais eu l'élan ou l'audace d'exprimer jusqu'à ce jour-là. « Maman ». Les séances d'accompagnement commencèrent quelques semaines plus tard. Antoine insistait pour que tout soit fait avec douceur, sans brusquer la fillette, sans chercher à reproduire artificiellement la progression qu'elle avait naturellement amorcée. Élise assistait à certaines de ces séances,
y participait même lorsque les thérapeutes le jugeaient adapté. Camille, toujours discrète, se tournait vers elle dès qu'elle se sentait submergée par les émotions, et le simple contact de sa main suffisait à l'apaiser. Les progrès, bien que modestes au début, s'accélérèrent. Elle commença à prononcer des syllabes isolées, puis des mots simples, toujours adressés à Élise, comme si chaque nouveau fragment de langage n'avait de sens qu'en étant offert à celle qui l'avait révélé à elle-même. Antoine observait ces transformations avec une émotion contenue. Il participait de plus en plus à la vie quotidienne de sa fille. Il avait allégé son rythme de travail, se levait plus tôt pour prendre le petit déjeuner avec elle, rentrait plus souvent avant la tombée de la nuit. Il apprenait à lire les émotions de Camille, à comprendre ses peurs, à deviner ses élans. Parfois, il demeurait en retrait, conscient que le lien principal de Camille restait Élise, mais il ne l'enviait pas. Il en était reconnaissant. Cette gratitude s'exprimait sans discours, dans ses gestes mesurés, dans son écoute nouvelle, dans sa manière de se tenir plus proche sans jamais imposer sa présence. Quant à Élise, elle apprenait à s'habituer à cette place qu'elle n'aurait jamais imaginé occuper. Elle n'était plus une employée. Et pourtant, elle se sentait toujours prudente, consciente du chemin parcouru, inquiète parfois d'aller trop vite ou de trop croire en sa nouvelle vie. Ce n'était pas la peur d'Antoine ni celle de Camille qui la freinait, mais l'ombre persistante de ses propres insécurités, celle qui l'avait accompagnée toute sa vie. Elle doutait de sa légitimité, se demandait si elle méritait réellement ce bonheur. Mais chaque jour, Camille resserrait autour de son cou ses petits bras pour lui rappeler que, dans l'univers de cette fillette, elle représentait un repère inébranlable. Un soir de mars, alors que la neige avait enfin cessé de tomber depuis plusieurs semaines, Antoine invita Élise à une promenade dans le jardin. Camille dormait déjà, épuisée après une journée de jeux et de paroles hésitantes, mais tellement prometteuses. Ils marchèrent d'un pas lent, respirant l'air frais, écoutant le bruit léger des branches encore chargées d'humidité. Antoine s'arrêta près du banc où, quelques mois plus tôt, il avait passé une soirée solitaire à réfléchir à ce qu'il ne comprenait pas encore. Il se tourna vers Élise avec un regard apaisé. « Tu sais, dit-il doucement, je n'aurais jamais pensé que ma vie pourrait redevenir un espace ouvert. Après la mort de ma femme, j'ai tout refermé, sans même m'en rendre compte. J'ai élevé des murs parce que c'était plus simple que d'affronter ce que je ressentais. Et Camille, elle a grandi derrière ces murs, sans que je sache comment l'en libérer. » Élise l'écoutait, debout face à lui, sans interrompre. « Toi, reprit-il, tu es entré dans cette maison sans frapper. Tu n'as jamais cherché à t'imposer. Tu as simplement été là, présente, patiente. Tu as pris soin d'elle, mais tu m'as appris, sans me le dire, comment prendre soin de nous deux. Je veux que tu saches que je ne confonds rien. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. » Ces mots, Élise les reçut comme une délivrance. Ils n'étaient pas exagérés, ni prononcés sur un coup de tête. Ils étaient la conclusion naturelle d'un chemin silencieux, celui qu'ils avaient parcouru ensemble, sans jamais se l'avouer pleinement. Elle répondit, après un long moment, d'une voix posée. « J'ai toujours eu peur de déranger. Toute ma vie. J'ai appris à me faire petite, à ne jamais prendre de place. Avec toi, avec Camille, j'ai découvert ce que ça faisait d'être vue, vraiment vue. C'est quelque chose que je n'avais jamais connu. » Antoine s'approcha, prit doucement ses mains dans les siennes. « Alors reste. Pas parce que Camille a besoin de toi. Elle a besoin de toi, oui, mais moi aussi. Reste parce que tu en as envie, parce que tu mérites d'être aimée, d'être heureuse, d'avoir un foyer. » Elle sourit, un sourire rare, intime. Le vent léger fit onduler leurs cheveux. Elle n'hésita plus. « Je resterai, dit-elle simplement. C'est ainsi que leur vie prit forme. Pas dans l'excès, ni dans la précipitation, mais dans une succession de jours sincères où chacun apprenait à se redéfinir. Camille continua ses progrès, soutenue par Élise qui devenait aux yeux de tous sa véritable mère. Antoine et Élise construisirent une relation solide, fondée non seulement sur l'amour, mais aussi sur la confiance profonde née du silence partagé. Lorsque l'été arriva, Camille parlait suffisamment pour poser des questions simples, raconter ses petites joies, demander des câlins. Et à chacune de ces demandes, Élise répondait avec douceur, consciente que chaque syllabe prononcée était une victoire profonde sur les ombres du passé. Le manoir, autrefois si froid, résonnait désormais de rires légers, de conversations paisibles, de pas précipités d'enfants. Élise n'était plus une employée, elle n'était plus invisible.
Elle était la compagne d'Antoine, la mère de Camille, et surtout, la femme d'une famille reconstruite sans magie, sans artifice, seulement grâce à l'amour patient né dans le silence. Et chaque fois que Camille posait sa tête contre elle en murmurant « Maman », Élise savait qu'elle vivait la vie qu'elle avait toujours espérée, sans jamais avoir osé la rêver.